Aujourd'hui, on va voir le chapitre sur les fonctions mesurables. Donc, la séance d'aujourd'hui fait suite aux deux dernières séances dans lesquelles on a abordé les notions d'ensemble mesurable et de mesure positive. Donc aujourd'hui, place aux fonctions mesurables. Alors avant de commencer à attaquer le cours avec les définitions, j'aimerais vous donner un peu une intuition de ce qui se passe sur les fonctions mesurables. Alors si vous vous souvenez bien de votre cours de SP en prépa, vous avez défini les fonctions continues comme étant les fonctions dont l'image réciproque d'un ouvert reste ouvert. En fait, qu'est-ce qui se passe avec les fonctions continues de manière plus fondamentale? On va dire que les fonctions continues, elles conservent la structure topologique, c'est-à-dire que l'image réciproque d'un ouvert reste un ouvert. Les fonctions mesurables, ça va fonctionner sous le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, les fonctions mesurables, elles vont préserver le caractère mesurable des espaces. Donc ce qu'on va retrouver, c'est que l'image réciproque d'un ensemble mesurable par une fonction mesurable reste un ensemble mesurable. Et donc vous allez voir qu'en fonction des tribus sur lesquelles on se place, parce qu'évidemment quand on a des ensembles mesurables, c'est toujours un ensemble muni d'une tribu, on va avoir du coup aussi des fonctions mesurables qui vont être définies sur des ensembles mesurables, donc sur des ensembles munis d'une tribu, et on va voir que sous certaines conditions, les fonctions continues vont être des fonctions mesurables. Donc que les fonctions mesurables généralisent la notion de continuité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fonctions continues conservent les propriétés topologiques des espaces topologiques, et en fait c'est une notion qui est plus forte que de conserver l'aspect mesurable d'un ensemble. Donc voilà, maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir attaquer les définitions. Donc si on considère E, A et FB deux espaces mesurables, l'application F qui part de E et qui arrive dans F, elle va être mesurable si pour tout ensemble de la tribu B, l'image réciproque par F de B appartient à la tribu A. Donc vous remarquez évidemment une analogie assez forte avec les fonctions continues. Je vous rappelle que dans le cadre des fonctions continues, on a établi en SP, donc en deuxième année de prépa, que l'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue était toujours un ouvert. Donc c'est-à-dire que si sur l'espace d'arrivée on considère un ouvert, f-1 de cet ouvert va rester un ouvert dans l'espace de départ. Et donc d'un point de vue plus fondamental, c'est ce que je vous expliquais déjà tout à l'heure, on dit que les fonctions continues préservent les structures topologiques des espaces topologiques. C'est-à-dire que l'image réciproque des ouverts reste des ouverts. Ici, dans le cadre des fonctions mesurables, l'image réciproque des espaces mesurables vont rester des espaces mesurables. Petite remarque de vocabulaire, si E et F sont des espaces topologiques, c'est-à-dire des espaces sur lesquels on a défini l'ensemble des ouverts, et qu'on les munit de leur tribu borélienne, je vous rappelle que la tribu borélienne, c'est la tribu qui est engendrée par les ouverts, alors si F est mesurable, on dit dans ce cas que F est borélienne. C'est-à-dire que F est mesurable d'un espace topologique muni de sa tribu borélienne vers un autre espace topologique muni de sa tribu borélienne. Évidemment, petit aparté, pour pouvoir définir la tribu borélienne, il faut au préalable avoir des ouverts qui sont définis sur notre espace. Donc les tribus boréliennes ne peuvent être définies que sur des espaces topologiques. Proposition suivante, on va dire que la composition de deux applications mesurables, ça reste une application mesurable. Pour le démontrer, on va considérer EA, FB et GC, trois espaces mesurables. Et on va considérer deux applications, petit g qui part de grand F et qui arrive dans grand G, et petit f qui part de E et qui arrive dans F. Évidemment, on trouve donc que l'application G rond F, elle part de E et elle arrive dans G. Or, pour tout ensemble G qui appartient à la tribu grand G, on va avoir l'application réciproque de G rond F qui vaut F-1 appliquée en G-1 de G. Mais l'ensemble réciproque, mais G-1 de G, ça appartient bien à la tribu B car G est supposé mesurable. Et F-1 de G-1 de G, ça appartient encore à grand A parce que F est également supposé mesurable. Donc on a bien prouvé que l'application réciproque de G rond F transformait un ensemble mesurable en un autre ensemble mesurable. Et donc G rond F est bien une application mesurable. Proposition suivante, on va dire que pour que F soit une fonction mesurable, il suffit qu'il existe un sous-ensemble C de B qui soit tel que la tribu engendrée par C soit égale à B, et qui vérifie également le fait que f-1 de B soit dans grand A si l'ensemble B appartient bien au sous-ensemble C de B. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est que si la tribu B, c'est la même que la tribu engendrée par C, et si la propriété de mesurabilité de F, elle est vérifiée sur tous les éléments de C, alors elle va se propager à B. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour vérifier que F est mesurable sur une tribu, si cette tribu est engendrée par un sous-ensemble, il suffit de vérifier la propriété de mesurabilité sur ce sous-ensemble
et pas forcément sur l'attribut engendré entière. Donc cette proposition, elle nous donne un gain de temps et d'énergie énorme quand on cherche à prouver la mesurabilité d'une fonction f qui est définie sur une tribu un peu bizarroïde qu'on peut écrire comme la tribu engendrée par un ensemble qui lui va être assez simple à écrire. Pour la preuve, on va commencer par considérer grand G l'ensemble des éléments de grand B, donc de la tribu B, qui sont tels que leur image réciproque par f est dans grand A. Donc je vous rappelle ici que petit b, celui-ci, c'est un ensemble qui appartient à la tribu grand B. Et donc on veut s'assurer que l'image réciproque par f de tous les éléments B de la tribu grand B appartiennent à la tribu grand A. Je vous rappelle encore une fois qu'une tribu, c'est un ensemble d'ensembles. Ce qu'on va dire ensuite, c'est que grand G, l'ensemble qu'on vient de définir, en fait, c'est une tribu. Pour ça, il suffit de le vérifier, c'est assez simple, on va pas passer du temps à le faire ici. Je vous rappelle que vous avez juste à vérifier les propriétés de la tribu. Par hypothèse, ce qu'on a, c'est que le sous-ensemble C de B, il appartient à un grand G, puisqu'il vérifie la propriété que pour tous les éléments de C, on a bien f-1 de B qui appartiennent à A. Donc ce qu'on en déduit, c'est que grand G, il contient la tribu engendrée par C. Pourquoi? Parce que grand G, c'est une tribu qui contient C, et sigma de C, qui est la tribu engendrée par C, c'est la plus petite tribu qui contient C. Donc comme grand G, c'est une tribu qui contient C, elle est en particulier plus grande que la plus petite tribu qui contient C. Donc G contient sigma de C, or sigma de C, c'est égal à quoi? Eh bien sigma de C, par supposition, c'est égal à la tribu grand B en entier. Or, la tribu grand G, elle est aussi par définition inclue dans grand B, donc on en déduit que grand B, il est égal à G, et on a donc bien vérifié que la propriété de mesurabilité de f, elle était vérifiée sur grand B tout entier à partir du moment où elle est vérifiée sur un sous-ensemble C de B, qui est tel que la tribu engendrée par cet ensemble C, il est égal à la tribu B en entier. Et en fait, cette propriété, elle va nous permettre de prouver la remarque que je viens d'écrire ici, à savoir que si E et F, c'est des espaces topologiques munis de leur tribu borélienne, alors si F est continue, elle va être mesurable. Pour bien le comprendre, il faut se rappeler que la tribu borélienne de E, c'est en fait la tribu engendrée par les ouverts de E, et la tribu borélienne de F, c'est la tribu engendrée par les ouverts de F. Or, ce que vous savez, c'est que petit f, elle est continue, donc l'image réciproque par petit f d'un ouvert de grand F, ça reste un ouvert de grand E. Or, ce que vous savez, c'est que les ouverts de grand F, ils engendrent l'attribut des boréliens de F. Donc, par définition, vous avez bien trouvé un sous-ensemble de la tribu de F qui est tel que ce sous-ensemble, il engendre l'attribut, et la propriété de mesurabilité de votre application petit f, elle est vérifiée sur ce sous-ensemble-là. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que dès qu'on prend un ouvert de grand F, f-1 de cet ouvert, ça va appartenir aux ouverts de E. Or, les ouverts de E, là, on a juste besoin de dire que c'est un élément qui appartient à la tribu des boréliens de E. Et on a donc bien prouvé que f, elle était mesurable. Ça, c'est parce que, encore une fois, la tribu de f, la tribu des boréliens de f, elle est engendrée par les ouverts de f. Alors, pour le lemme suivant, on va considérer f1 et f2, deux applications mesurables qui vont respectivement de EA dans F1B1 et de EA dans F2B2. Alors ce qu'on va avoir, c'est que l'application produit petit f qui part de EA et qui arrive dans l'espace F1 croix F2 muni de sa tribu produit B1 croix B2 et qui est définie par AX, elle associe le couple F1 de X, F2 de X, ça va aussi être une fonction mesurable. On va considérer grand C qui est défini par les produits cartésiens B1 croix B2 avec B1 qui appartient à la tribu B1 et B2 qui appartient à la tribu B2. Et on va appliquer la proposition qu'on vient juste de démontrer, à savoir que si F, elle vérifie la mesurabilité sur C, alors on va pouvoir définir que F est mesurable, car l'ensemble C, c'est celui qui engendre la tribu produit B1 croix B2. Pour ça, je vous invite à retourner voir le chapitre sur les ensembles mesurables, dans lequel je vous avais expliqué ce que c'était que la tribu produit, comment est-ce qu'elle était définie, et vous verrez que la tribu produit B1 croix B2, elle est engendrée par C. Et donc maintenant, il suffit d'écrire que l'image réciproque par f des ensembles B1 croix B2, ils peuvent s'écrire comme l'intersection de f1-1 de B1 et de f2-1 de B2. Et donc comme f1 et f2, elles sont mesurables, cet ensemble, c'est bien l'intersection de deux ensembles qui sont tous les deux dans la tribu A. Or, une tribu, on a dit que c'était stable par intersection, donc on a bien f1-1 de B1 inter f2-1 de B2 qui appartient à A. C'est pas marqué dans le lemme, mais on pourrait aussi prouver la réciproque de cette proposition, à savoir que si f elle est mesurable, alors f1 et f2 elles vont l'être aussi. C'est une proposition qui est vraie et qui est assez facile à vérifier, je vous laisse le faire en exercice. Donc en fait, après avoir fait cet exercice, ce que vous aurez démontré, c'est que l'application petit f, elle est mesurable si et seulement si les applications f1 et f2, elles le sont également. Alors pour le corollaire suivant, on va considérer deux applications f et g, elles partent toutes les deux de EA,
et elles sont à valeur dans l'ensemble R muni de l'attribut de ces boréliens, et on va les supposer toutes les deux mesurables. Alors ce qu'on va pouvoir en déduire, c'est que f plus g, fg, l'inf entre f et g, le sup entre f et g, ça va être des fonctions qui vont être mesurables. Pour le prouver, on va juste avoir besoin d'appliquer le lemme qu'on vient de démontrer à l'instant. Par exemple, si on s'intéresse uniquement à f plus g, on va dire que f plus g, c'est la composée des applications qui à x associe le couple f de x, g de x, et qui à b associe a plus b. Elles sont toutes les deux mesurables. La première, c'est évident, la deuxième parce qu'elle est continue. Et vous faites exactement le même procédé pour fg, pour l'inf, pour le sup, pour ce que vous voulez. Alors on passe maintenant à la définition de la lim_sup et de la lim_inf. On va considérer AN une suite d'éléments de R bar, et du coup on définit la lim_sup de AN comme la limite décroissante du sup des AK, pour K plus grand que N, et la lim_inf comme étant la limite croissante de l'inf des AK pour K plus grand que N. D'un point de vue intuitif, en fait, la lim_sup, ça va être la plus grande valeur d'adhérence de la suite à N, et la lim_inf, ça va être la plus petite valeur d'adhérence de la suite à N. Pour illustrer du coup cette notion de lim_sup et de lim_inf, on va considérer cette suite qui oscille, et qui, en plus l'infini, se met à osciller entre -1 et +1 sans jamais s'arrêter. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir +1 qui va être une valeur d'adhérence, parce qu'il va être touché une infinité de fois par notre suite, et on va également avoir -1 qui va être une valeur d'adhérence puisqu'il va être touché une infinité de fois par notre suite. Et ce qu'on va avoir, c'est que du coup, on va trouver aucune valeur supérieure à 1 qui va être touchée une infinité de fois par notre suite, donc +1, c'est bien la plus grande des valeurs d'adhérence de notre suite. Idem pour -1. Et donc ce qu'on est en train de voir sur le graphique, c'est que +1, c'est la lim_sup de notre suite, et que -1, c'est la lim_inf de notre suite. En fait, pour que vous compreniez bien cette notion de lim_sup et de lim_inf, dans le cas où on a une suite qui ne converge pas, on peut se retrouver dans le cas où cette suite, elle a un ensemble, l'ensemble de ses valeurs d'adhérence qui n'est pas réduit à un singleton. Et donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est généraliser cette notion de limite dans le cas où on a une suite qui ne converge pas. Donc on va prendre la plus grande de ses valeurs propres et la plus petite, de manière à trouver quel va être le diamètre de l'ensemble de ces valeurs d'adhérence. Donc proposition suivante, si Fn c'est une suite de fonctions mesurables de E dans R bar, alors le sup dFn, l'inf dFn, la lim_sup dFn et la lim_inf dFn vont également être mesurables. Et donc en particulier, si la suite Fn elle converge simplement, sa limite ça va encore être une fonction mesurable. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que la limite d'une suite de fonctions mesurables reste mesurable. Et pour transporter cette propriété de mesurabilité, on a juste besoin de la convergence simple. On n'a pas besoin de convergence plus forte. Donc pour prouver cette proposition, on va s'attarder juste sur l'inf par exemple, et vous verrez que de la même manière, vous pourrez dérouler pour le sup, les lim_sup et les lim_inf. Donc on va d'abord considérer la fonction f qui à x associe l'inf des fn de x. Là encore, on va servir de la proposition qu'on a établie précédemment, qui nous disait que si C engendre B et que si f elle est mesurable sur C, alors elle est mesurable sur B. On va se rappeler que la tribu des boréliens, elle est engendrée par les intervalles de la forme moins l'infini A. Je vous rappelle que la tribu des boréliens, vous pouvez l'engendrer par tous les segments, et vous pouvez aussi l'engendrer par tous les intervalles du type moins l'infini A ou A plus l'infini. Ça marche dans les deux cas. Donc là, il va suffire de prouver que f, en clair, elle vérifie la propriété de mesurabilité sur les intervalles de la forme moins l'infini A. Et donc ce qu'on va dire, on va faire un jeu d'écriture et on va dire que f-1 de l'intervalle moins l'infini A, c'est l'ensemble des x qui sont tels que l'inf des fn de x est strictement plus petit que A, et ça on peut le réécrire sous la forme d'une union. Et donc avec cette union, on a bien la propriété que f-1 de moins l'infini A, il appartient à A, puisque comme chaque fn est mesurable, on a que ces ensembles-là sont dans A, et cette réunion, elle appartient à A, puisqu'étant une tribu, A est stable par réunion. Donc voilà, on prouve de cette manière-là que f, qui est définie par l'inf des fn, elle est bien mesurable. On fait exactement la même chose, c'est un même jeu de réécriture, si on s'intéresse au sup, à la lim_sup ou à la lim_inf. Et enfin, on va terminer cette vidéo par la définition de la mesure image. Alors on va considérer petit f une application mesurable de EA dans FB et mu une mesure positive sur EA. Et nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est à l'aide de la fonction mesurable, on aimerait transporter la mesure positive mu qui est définie sur EA en une mesure sur FB. Alors au niveau des remarques, on peut vérifier que mu et f de mu, elles ont la même masse totale. Donc quand on fait une mesure image, on garde les propriétés de masse totale par exemple qu'on avait sur mu et on a exactement la même masse totale qui est transportée dans la mesure image. Par contre, évidemment, on peut pas
pas tout transporter et c'est possible que la mesure mu elle soit sigma fini sans que f de mu le soit. Si vous voulez vous rappeler de ce que c'est que la définition d'une mesure sigma fini, je vous renvoie vers la vidéo des mesures positives. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc on a vu toutes les notions importantes à connaître sur les fonctions mesurables. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, c'est toujours encourageant d'avoir vos retours, ça me permet de rester motivé dans ce travail qui est quand même assez long, et ça m'incite surtout à continuer à publier régulièrement ces vidéos pour vous fournir l'intégralité de la théorie de la mesure. Par souci de simplicité, j'ai arrêté de me filmer pendant que je réalise ces vidéos, vous avez simplement ma voix et l'écran. J'espère que ça n'altère pas l'expérience de visionnage. Si vous trouvez que c'était vraiment mieux les vidéos dans lesquelles vous me voyez à l'écran, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de rectifier ça pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!